Hyper intéressant la manière de démarrer le podcast, effectivement. Alors moi, comment ça a démarré? Bah, dans mon enfance, moi, je suis tombée dans le Nutella. Comment est-ce qu'on peut juste changer son mode de vie plutôt que changer, heu, brutalement son alimentation dans un objectif seulement de perdre du poids? Il y a eu une phase de préadolescence parce que je suis tombée dans l'anorexie, donc très jeune, à l'âge de 9-10 ans. C'est mon énorme combat, les régimes yo-yo, c'est-à-dire les gens qui se frustrent d'un coup pendant un mois pour perdre 10 kilos, parce qu'après je suis tombée sur le remède miracle. Le remède miracle, parlons-en. Si Yakult n'existait pas, je mangerais plus de sucre. Non, Tu serais frustrée donc. mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux te lancer, ne te laisse pas décourager par les autres. Bonjour Raphaëla. Bonjour, merci pour l'accueil. Merci à toi et merci au Crayon de nous accueillir aujourd'hui dans ces sublimes locaux. On va parler, d'entrepreneuriat, de santé, de parcours de santé et ce que j'aime, découvrir avant, d'échanger sur le parcours professionnel des personnes, c'est découvrir comment notre parcours professionnel, notre santé, notre vie, notre adolescence nous a amenés à construire notre vie professionnelle. J'imagine que ton produit fait sens à ton histoire. Alors, que s'est-il passé dans ton enfance pour arriver à créer un produit comme celui qu'on voit à l'écran? Hyper intéressant la manière de démarrer le podcast, effectivement. Alors moi, comment ça a démarré? Bah, dans mon enfance, moi, je suis tombée dans le Nutella. Donc j'avais une vraie addiction pour le Nutella. Mes parents ont dû vraiment le retirer du placard carrément parce qu'au dîner, quand ils nous servaient des magnifiques repas, moi je cherchais dans la cuisine le pot de Nutella au fond, du placard. J'étais un peu une sale gosse en plus, donc j'arrivais à table et je disais: «Moi je mange ça à la cuillère et vous pouvez vous garder vos gratins et compagnie». Donc j'ai développé une vraie addiction par rapport à ça et mes parents, étaient catastrophés parce que quand même ils avaient un certain éveil sur le fait que manger du Nutella au dîner, c'était pas ce qu'il y avait de plus équilibré. Donc ça a commencé comme ça. Après, j'étais quand même une enfant, des années 90. Donc dans les années 90, on avait un peu moins d'éveil, je pense, sur la nutrition pour les enfants. Donc mon petit déj, c'était full glucides, full sucre. C'était, jus d'orange, chocolat chaud, gâteau savane. C'était même pas des tartines, quoi, faites maison, mais au moins c'était simple pour mes parents avant de partir à l'école. Comme j'avais du mal à me réveiller le matin, au moins, comme ça tout était prêt. Mais c'était full sucre et c'est vrai que ça se faisait sentir sur ma concentration à l'école après parce que, en maternelle, bon maternelle on s'en fout un peu, on pourrait dire, mais au primaire j'étais dernière de classe et j'avais des problèmes de concentration. Donc ça c'était, mon enfance dans l'alimentaire. Donc pas extraordinaire, même si mes parents je sais que mes parents voulaient tout faire pour qu'on soit en bonne santé, mais à l'époque on savait pas en fait que le sucre c'était quelque chose de très nocif. Faut pas oublier que nos parents, ils viennent, je pense qu'on a à peu près les mêmes tranches d'âge, ils viennent de l'alimentation avec, full laitage puisque après la Seconde Guerre mondiale, on a dit que la vie était, beaucoup mieux si on buvait beaucoup de lait, et beaucoup de sucre et en plus, comme tu le dis, toi, ton alimentation était transformée parce que c'était des produits achetés, c'était même pas celui de ta grand-mère, tes parents, voilà, du robot, qu'on faisait à la maison. Du coup, ton adolescence, ça s'est passé comment? Il y a eu une phase de préadolescence parce que je suis tombée dans l'anorexie, donc très jeune, à l'âge de 9-10 ans. Est-ce que c'était parce que justement mes parents m'ont interdit de consommer du Nutella et qu'après j'étais, dans la culpabilité? Je suis pas sûre. L'anorexie, c'est des problèmes plus graves, et plus profonds qui sont pas que liés à l'alimentaire. Mais, j'ai eu une phase de ma vie du coup qui était complètement, autour, d'une obsession autour de l'alimentation. Parce que quand on est anorexique et qu'on mange pas, ça veut pas dire qu'on n'aime pas manger, mais c'est qu'on se prive et on fait exprès de se priver. Donc on va dire entre mes 9-10 ans, je pense le pic de mon anorexie, c'était 12-13 ans, ça a duré quand même longtemps. Je me privais énormément et puis, bien sûr, sucre, gras, toutes ces choses-là étaient bannies de mon alimentation. Donc je suis passée d'une consommation, Nutella à 5 ans à une consommation, sans rien, qui est, controversée ou qui fait «grossir» entre guillemets. Pas très chouette. Mais néanmoins, je prends toujours un peu les bons côtés des difficultés qu'on a eues dans la vie et ça m'a au moins, permis d'apprendre sur la nutrition. Parce que finalement, je me suis tellement renseignée sur les calories, sur quels aliments apportent quoi et cetera au corps, que maintenant je sais enfin, d'autant plus maintenant par rapport à mon activité principale d'entrepreneur, dans la nutrition et dans l'alimentation. Mais quand j'étais petite déjà, ça m'intéressait de savoir, quels aliments étaient, plus ou moins sains. Donc j'avais déjà un petit peu une connaissance là-dessus.
Est-ce que tu dirais que ces difficultés-là t'ont amené aujourd'hui, on va en parler, hein, du professionnel, mais encore un peu de teasing, c'est bien. Qu'est-ce que tu en retires maintenant? C'est quoi? C'est 15 ans après, 20 ans après? Tu avais 10 ans? Tu as quoi, autour de 30 ans? J'ai 32 ans. Voilà, donc Heu 20 ans après. Ouais, bah, petit à petit, en fait, moi, l'alimentation, ça a toujours été au cœur de mes préoccupations. Donc malheureusement, dans la préadolescence et adolescence, c'était pas pour des «bonnes raisons» entre guillemets, c'était par rapport à des désordres alimentaires. Heu, je suis pas sûre que ça se dise en français désordre, mais j'ai traduit de l'anglais. Heu, Désordre, déséquilibre, il y a pas de souci. Déséquilibre, disorders, je voulais dire. Mais mais ensuite, en fait, ça m'a suivie. C'est-à-dire que j'étais typiquement la nana de 18 ans qui pouvait expliquer, l'équilibre dans une assiette, «N'oublie pas tes glucides, tes légumes, et puis ta protéine». Enfin, je savais déjà, j'avais déjà tout ça en tête et au fur et à mesure, de ma vie, je suis partie aux États-Unis, travailler et là, j'ai développé carrément des problèmes de digestion. Parce que, bah, je suis quand même, je suis un peu une Brigitte Bardot avec les animaux. J'ai une vraie passion pour les animaux depuis que je suis toute petite et du coup, manger des animaux ne me parlait plus à une période de ma vie et donc j'étais végétarienne quand j'étais aux États-Unis et souvent quand on est végétarien, on a tendance à, chercher une alimentation, qui permettent de mieux caler, surtout quand on n'a pas pris des cours de nutrition. Donc on se dit: «J'arrête la viande, j'arrête le poisson, mais alors du coup, qu'est-ce qui va me caler dans la journée?» Et ben, riz, pain, pâtes. Donc des féculents, des glucides. Donc là aussi, petit teaser autour du sucre, mais effectivement une alimentation assez riche en sucre. Alors on appelle ça du sucre lent, mais c'est fausse Ça reste du appellation. sucre. Ça reste du sucre, c'est-à-dire qu'un plat de pâtes est digéré par son corps. Notre corps ne sait pas faire la différence entre un plat de pâtes et du sucre de canne. Quand on le consomme, ça passe dans le sang pareil et ça a les mêmes effets sur le corps. Tout ça pour dire que je consommais beaucoup trop de sucre et j'ai développé des problèmes de digestion, des crampes vraiment, aux intestins, des difficultés d'aller aux toilettes et cetera et là, je me suis dit: «Bah, il y a encore un truc qui cloche dans mon alimentation, j'ai l'impression de faire bien et ça va toujours pas». Et c'est comme ça que j'ai compris que le sucre était à l'origine de beaucoup de maux qu'on ne sait pas expliquer et notamment ces soucis-là que j'avais. Donc cette prise de conscience et ces problématiques récurrentes, est-ce que tu t'es interrogée sur le régime, végan? C'est végétarien ou végan? C'était végétarien. Végétarien, Ouais. parce que j'ai eu la chance d'interviewer une américaine qui a très bien abordé le sujet il y a quelques années. Ça a été, très compliqué à faire cette interview parce que, justement, il y a beaucoup de gens qui disent que le véganisme est très bon, le végétarisme est très bon. En fait, je pense qu'il faut vraiment trouver son propre terrain. En tout cas, de mon expérience de santé qui est un peu, alors pas similaire à la tienne, mais compliquée aussi sur la digestion. Je leur dis, apprenez d'où vous venez, votre histoire, qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Et en fait, sur ton histoire aussi professionnelle, forcément, ça en découle. Donc, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, de ce que je vois, j'ai beaucoup interviewé de sportifs de haut niveau. Ils sont quand même assez d'accord avec toi. Et le sucre est quand même un ennemi numéro un. Donc, oui, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, les produits qu'on achète en grande surface, c'est beaucoup de sucre. Même si on ne dit pas d'être végétarien, c'est pas bien, on dit que justement, faites attention. Donc, cette prise de conscience, 2018, tu revois ton Ouais, alimentation, c'est ça? exactement. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors en 2018, je découvre donc en allant voir des gastro-entérologues que je n'ai rien de grave, donc je suis quand même plutôt contente. Néanmoins, mes problèmes ne s'effacent pas pour autant, hein. Ils sont toujours là. J'ai toujours ces crampes, j'ai toujours, ces difficultés au quotidien et un gastro-entérologue me dit: «Bah, en vrai, le sucre, ça endommage le microbiote intestinal». Le microbiote intestinal, c'est les milliards de bactéries qui habitent donc, dans nos intestins et dans notre tube digestif. C'est des bonnes et des moins bonnes bactéries, mais surtout des bonnes qui nous permettent en fait de digérer. Sans elles, on ne pourrait pas avoir un système digestif normal. Et quand je regardais plus près mon assiette, effectivement, je voyais que le sucre qui tue le microbiote intestinal et nourrit les mauvaises bactéries pathogènes, là, j'en consommais trop. Donc du jour au lendemain, j'ai arrêté de consommer du sucre. Mais je suis quand même quelqu'un de gourmande parce qu'il faut quand même, enfin, si je refais un petit peu ma vie, du début, quand j'étais enfant, j'adorais le sucre. Le Nutella, le gâteau Savoine, les gâteaux. Et puis pas du bon sucre, en fait. Exact. Parce que bon, sans enlever la marque, parce qu'il y a quand même l'équivalent du Nutella en naturel, dans des magasins bio ou pas bio, mais qui sont quand même mieux en composition. Même si on est gourmand, on peut quand même manger bien avec un peu de sucré. C'est Donc c'était encore pire. C'était encore pire, exactement. Hem
Donc moi, à la base, je suis gourmande. Je suis quelqu'un qui aime la bouffe, j'adore ça, quoi. Et là, je me retrouve privée de, ce que j'aime le Mmh. plus. Heu, Notamment, je me dis: «Bah, du coup, j'ai pas envie de me frustrer de trop, donc je vais consommer du sirop d'agave». Mmh. On est tous passés par là. Voilà. On pense tous qu'on fait un effort sur sa santé, parce que s'il était très bon en com aussi, le packaging un peu vert, on se Mmh. dit: «C'est naturel», donc je me faisais mes, oatmeal, ou mes porridge en fait, avec un petit peu de sirop d'agave, avec des petites, amandes et cetera. J'étais très contente de moi, mais mon problème ne s'efface toujours pas Mmh. et en faisant des recherches là, pour le coup, totalement toute seule, sur internet, je découvre que le sirop d'agave est composé de 75 de sucre et non seulement c'est pas les bons sucres, mais en plus c'est du fructose et le fructose, c'est filtré par le foie. Donc j'étais en train de me détruire le foie en pensant me faire du bien. Donc en vérité, j'étais perdue à ce moment-là. Je me suis dit: «Bah, en vrai, il vaut mieux arrêter le J'ai sucre». plus rien à manger, je vais manger comme les tortues et Ouais, c'est ça. j'en ai Manger marre. mes des brocolis et des feuilles de salade et je vais souffrir toute ma vie, au secours. Donc bah, c'est ce que j'ai un peu fait, seulement pendant un an, heureusement, parce qu'après je suis tombée sur le remède miracle. Le remède miracle, parlons-en et après on va parler de ta société. Le remède miracle, alors donc moi j'étais encore, donc à New York à ce moment-là, je travaillais dans les banques, j'avais un mode de vie très stressant, je travaillais de 8 heures à 22 heures tous les jours et parfois même le week-end donc voilà, un mode de vie aussi assez contraignant où finalement on fait pas tellement très attention à ce qu'on mange, faut déjà, se nourrir avec le peu de temps qu'on a. Le sirop d'agave, j'avais aussi banni de mon alimentation parce que j'avais compris que c'était pas la solution. Hem J'en ai marre du rythme new-yorkais. Je demande à mon boss si, c'est possible que je travaille donc pour la même entreprise dans laquelle j'étais, mais de France, parce qu'ils avaient des bureaux partout à l'international. Donc il me dit: «Oui». Je rentre en France et je rencontre Thierry, par le biais de mon associé actuel qui s'appelle Clément et Thierry, c'est mon associé aussi, donc on est tous les 3 ensemble en ce moment dans cette société et il me dit qu'il est diabétique. Donc là, ayant fait pas mal de recherches déjà, au préalable, quand j'étais aux États-Unis sur le sucre et cetera, le diabète, je commence à maîtriser le sujet. Je sais qu'il existe 2 types de diabète, dont l'un des 2 qui est le type 2 justement et qui est, le diabète sucré, qu'on appelle aussi le diabète sucré, c'est-à-dire c'est un diabète qui arrive au cours de la vie. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça arrive à beaucoup de personnes. Ça peut commencer vers l'âge de 40-50 ans. Le pic, c'est 60 ans, et c'est un diabète, en fait, qui est causé par son alimentation et par son mode de vie très sédentaire. Aujourd'hui, on est quasiment tous très sédentaires, hein, Mmh. donc on est un peu tous concernés par ce risque et Thierry m'explique qu'il se piquait 4 fois par jour à l'insuline, donc c'est une hormone qu'on est obligé d'apporter au corps quand on est diabétique parce que, c'est dysfonctionnel et il me dit qu'en arrêtant le sucre et en consommant un remède miracle, il a pu, arrêter de se piquer à l'insuline. Qui est révolutionnaire. Ce qui est assez Mmh. révolutionnaire, même son médecin traitant, parce que bien sûr il l'a fait avec un médecin. Oui. Si, des gens Soyez nous écoutent, soyez ouais, encadrés, c'est important. On a beaucoup d'interviews de praticiens de santé dans la naturopathie ou autre qui alertent aussi: «N'arrêtez pas votre, traitement à côté de ça. non, Faites un vraiment bien arrêt». pas. C'est important. Thierry, il a vraiment dit, parce que Thierry, c'est un peu un savant fou, quoi. Il avait lu sur internet que ça pouvait fonctionner, mais il en était absolument pas sûr, donc il a dit à son médecin traitant: «Je vais continuer l'insuline, comme tu me le dis. En revanche, je vais changer mon mode d'alimentation et je vais un peu plus m'activer, faire un peu plus, d'activité physique et cetera». Et son médecin lui a dit: «D'accord, OK». Il l'a pris complètement pour un fou, et en fait, au bout de 2 ans de transition, petit à petit, son médecin lui a dit dans les 2 ans, je veux dire, il lui a dit: «Bah, en fait, là, tes résultats sanguins sont de mieux en mieux, donc arrête à la place de 4 fois, pique-toi que 3 fois, à la place de 2 et petit à petit, il a diminué jusqu'à totalement arrêter et aujourd'hui, il est quasiment comme toi et moi, donc maintenant ça fait 3 ans qu'il est sorti de ça, donc il est toujours diabétique bien sûr, il peut toujours rechuter un jour, Oui. bien sûr. Néanmoins, il a un mode de vie comme toi et moi où il a pas besoin de se piquer juste avant un repas et ça m'a bluffée et en fait, je me suis dit: «Bon, bah, le sucre rend malade, le sucre, provoque des maux du quotidien, pas hyper graves non plus, mais des trucs chiants du quotidien dont on aimerait mieux se débarrasser». Et dont j'étais concernée aussi et il me dit: «Bah, le sirop Diacone».
et c'est ça le remède miracle, c'est un sucrant naturel qui permet de sucrer toutes les pâtisseries, les fromages blancs et enfin, on parlera de recettes un peu plus tard, qu'on peut faire à base de sirop Diacone, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est comme un sucre normal, mais sauf qu'il n'a pas les mêmes molécules qu'un sucre comme le sucre blanc. Ouais. Il est 4 fois moins riche en sucre, donc le sucre blanc est composé de 100 de sucre, le sirop d'agave, pour rappel, 75 et le sirop Diacone uniquement 25. Donc pour le même carré de sucre que tu vas mettre dans ton café, avec une cuillère, de sirop Diacone, tu mets 4 fois moins de sucre. Ouais. Avec le même pouvoir sucrant, donc le même, fort goût de sucre. Donc ça, le message, c'est quoi? C'est tu n'es en fait pas obligé d'arrêter le sucre Mmh. et même au contraire, maintenant avec du recul, je me rends compte la connerie que c'était de totalement arrêter le sucre parce que ça fait que nourrir des frustrations. C'est ça, l'état émotionnel dans tout changement alimentaire, on le dit, ça fait 15 ans que je le dis dans mes interviews, faites-vous accompagner parce qu'il y a toujours une incidence derrière. L'alimentation, c'est de l'émotion, je vais rien t'apprendre. Peut-être que d'autres découvriront ça. Mais oui, la façon de manger, c'est notre culture, nos émotions. On a tous mangé, on a tous envie de prendre l'apéro quand on a une journée stressante, Clair. quel que soit l'apéro d'ailleurs, c'est toujours ça. Complètement. Donc le sirop Diacone, c'est fait à base d'une plante, c'est un tubercule qui Mmh. ressemble un peu à une pomme de terre et quand on pèle ce tubercule et qu'on fait une extraction de jus et qu'on le concentre, ça donne un sirop qui ressemble un peu au sirop d'érable ou miel. Le goût Ouais. est assez similaire d'ailleurs et qui, est 4 fois moins riche en sucre et 2 fois moins calorique. Et riche en fibres. Exactement. Plus de 50 de fibres, pardon. Le sirop Diacone est le seul sucrant naturel qui a cette, capacité, plutôt ces valeurs nutritionnelles. C'est des fibres prébiotiques qui nourrissent le microbiote intestinal et c'est-à-dire qu'en fait, le sirop Diacone, on peut même dire que non seulement c'est un sucre qui n'endommage pas ta santé, mais en plus, elle l'améliore puisqu'elle nourrit ton microbiote. Ça, c'est important à bien faire la différenciation entre les pré et les probiotiques. Souvent, nous, en tant que femmes, on a des probiotiques en fonction de notre histoire de vie et nos symptômes. Et les naturopathes disent qu'il faut prendre des prébiotiques par l'alimentation pour justement ensemencer avant d'arriver aux probiotiques pour bien ça se fixe. Pour faire une petite histoire un peu santé. Donc ça, c'est important. Et si l'alimentation, il y a le kéfir, il y a plein de produits qui font ça. Si l'alimentation nous l'amène, bah, c'est tout bénef en plus de se faire plaisir, quoi. Exactement. D'ailleurs, mon cocktail préféré, c'est kéfir, donc Mm. probiotique, et une petite cuillère de sirop Diacone pour les prébiotiques dedans. Ça me permet d'avoir un apport des 2 et en fait, non seulement, en fait, ingurgiter des bonnes bactéries qui sont dans le kéfir Mm. et ensuite de nourrir ces bonnes bactéries avec du sirop Diacone et ça m'aide vachement parce que, pour être honnête, encore aujourd'hui, hein, j'ai parfois des problèmes de digestion justement quand j'ai fait des excès pendant la semaine. Et le week-end, je me fais ce petit cocktail, pour repartir à zéro et en plus, c'est super bon. Donc ça fait plaisir. On rappelle que l'alimentation, c'est comme l'essence dans votre voiture, ça va aider à amener du bon carburant. Donc si vous mettez de la mauvaise énergie, la mauvaise essence, bah, forcément ça va aller, moins bien. Mais le pouvoir de l'alimentation et du rythme de vie autour de nous est quand même assez puissant, quoi. Complètement et c'est enfin, je veux dire l'alimentation, c'est quand même c'est quelque chose qui concerne tout le monde Ce qu'on déjà. fait au moins 3 fois par jour, allez 2 fois si pour certains. Exactement. C'est à la fois un plaisir et c'est une obligation parce Mmh. que si on veut pas décéder, il faut quand même, s'alimenter. Et que l'alimentation, en fait, ce qu'on met dans notre assiette, ça nous permet vraiment de faire que nos journées se passent vraiment complètement différemment. Si je donne un exemple, très concret, quand on consomme un gros plat de pâtes au déjeuner, souvent on va avoir un coup de barre après l'après-midi. On va se dire: «Ah, c'est parce que c'est difficile à digérer, donc ça prend du temps, donc maintenant j'ai envie de faire une petite sieste». En réalité, cette grosse dose de sucre qu'on donne à son corps, parce que les pâtes, je répète, c'est un peu comme du sucre finalement quand c'est digéré, ça nous fait un pic de sucre dans le sang, suivi d'une chute et c'est cette chute-là qui fait nos coups de barre. Donc ça cause donc des problèmes de digestion comme moi, mais ça cause donc de la fatigue et des problèmes de concentration. Parfois, on a vraiment juste l'impression on est devant son ordi et on a vraiment les yeux qui louchent, sur son tableau Excel ou autre, ou dans ses emails et on se dit: «Mais là, il me faut une salle de sieste, quoi». C'est Ouais. pour ça que dans les entreprises, ils ont inventé les salles de sieste. C'est parce que Et pour certains, ça va sur le ouais, côté inflammatoire quand on ne prend pas conscience assez tôt de ça. Effectivement, des pics d'inflammation, des, maladies inflammatoires derrière et cetera. Donc c'est pas aller très, très loin. On ne vous demande pas d'arrêter de manger des pâtes, c'est juste comme tout, encore une fois, il faut avoir un équilibre et prendre conscience de son, terrain. Mais ce ouais, qui est intéressant, c'est que
OK, tu prends conscience de tout ça, tu rencontres des gens, il y en a plein de gens, de toute façon autour du sucre, c'est comme les problématiques de foie, les naturaux disent 99 des gens ont des problématiques de foie. Ouais. Mais comment on arrive à se dire: «Bon OK, j'ai ça, je change ma vie professionnelle pour créer une structure, une entreprise, un produit, qui va aller apporter cette solution aux autres?» Parce qu'en fait, c'est quoi cette prise de conscience professionnelle? Avoir envie d'avoir un impact, positif sur la société, parce que quand j'étais dans mes grandes tours à New York, j'avais l'impression d'aider mon client. Déjà, c'est déjà une première étape, mais j'avais pas l'impression d'aider la société et je pense qu'il y a tellement de choses à faire pour aider la société de façon générale, bah, même si d'autres entrepreneurs veulent se lancer, il y a plein de choix, plein de choses à faire et justement l'alimentation, c'est ce qui me parlait le plus d'un point de vue personnel. C'est un peu comme, avoir une flamme en soi et quand on sait vraiment qu'on est appelé vers quelque chose et on est un peu bloqué dans une routine. Ah bah, le salaire est confortable, c'est bien d'être employé, c'est hyper confortable et d'ailleurs j'encourage pas tout le monde à être entrepreneur parce qu'être entrepreneur, c'est vraiment complètement autre chose, c'est un shift total et Dieu soit loué, il y a encore des gens qui veulent, être employés parce que sinon les Sinon, entrepreneurs n'auraient pas d'employés donc ça vraiment j'encourage vraiment pas, je suis pas vraiment je suis pas du tout un gourou de l'entrepreneuriat parce que je pense que ça correspond pas à tout le monde et même moi qui étais convaincue que l'entrepreneuriat c'était fait pour moi et ben, aujourd'hui, ça fait 3 ans, que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat et je peux dire que je ne savais pas du tout que c'était ça. si Donc on te l'avait dit, tu serais peut-être pas allé, pas comme ça. pas comme ça Ouais. peut-être et heureusement du coup quelque part que je savais pas, parce que du coup ça m'a permis de me lancer dans un truc et qu'aujourd'hui ça y est, ça roule donc c'est hyper agréable à voir. Mais il y a eu, ouais 2 ans de difficultés, sur les quasiment 3 ans d'entrepreneuriat donc c'est stimulant mais du coup tout ça pour dire qu'il faut avoir la flamme pour se lancer, avoir un projet qui nous anime profondément ou alors, on peut être aussi, en duo avec quelqu'un qui a cette flamme et l'autre personne elle est juste là parce que elle trouve ça cool, d'embarquer dans une expérience entrepreneuriale, mais moi j'avais besoin de ça et l'alimentaire, enfin, c'est ma grand-mère qui me disait: «Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un besoin, que tout le monde a tous les jours, c'est de manger. Donc se lancer dans l'alimentaire, a priori, il n'y aura jamais de crack de l'alimentaire. Ce sera toujours, quelque chose qui sera dans le besoin de l'être humain de façon générale». Hem Et je me suis dit: «Qu'est-ce qui concerne 60 millions de Français en France?» Bah, c'est des problèmes, bah, pas pour tous heureusement, mais beaucoup de personnes sont, atteintes, d'obésité, de diabète, de soucis du quotidien, de fatigue, de problèmes aussi de régime yo-yo. Ouais. C'est mon énorme combat, les régimes yo-yo, c'est-à-dire les gens qui se frustrent d'un coup pendant un mois pour perdre 10 kilos et après en fait, bah, ils reprennent une alimentation normale donc en fait, ils reprennent ces kilos en trop. Donc ça aussi dans ma réflexion, ça a penché dans la balance. Je me suis dit: «Tiens, comment est-ce qu'on peut juste changer son mode de vie plutôt que changer, heu, brutalement son alimentation dans un objectif seulement de perdre du poids? Est-ce qu'on peut pas en fait faire des petits changements dans sa vie? C'est-à-dire par exemple retirer son sucre du placard et poser un sirop Diacone à la place et en fait le geste ne change pas. On va toujours chercher son sirop Diacone dans le placard pour le mettre dans son fromage blanc, dans ses gâteaux, dans tout ce que vous voulez, mais version sain et version sans impact sur la santé. Donc c'est comme ça qu'en fait, je me suis lancée. C'était pas facile parce que je renonçais à un beau salaire, à un beau poste. Je venais d'obtenir une promotion, j'étais manager, je manageais des gens, j'avais un client qui m'adorait, qui voulait surtout pas me lâcher, qui voulait travailler d'ailleurs qu'avec moi. Donc et puis c'était des gros projets dans la banque, donc c'était des budgets de 300 000 à 400 000 € annuels. Donc quand je suis partie, j'ai aussi fait diminuer le chiffre d'affaires de la boîte dans laquelle j'étais de 400 000 €. Donc l'impact est fort, mais il y a un moment donné, en fait, dans la vie, tu te rends compte que l'argent, c'est bien, le confort, c'est bien, mais vivre, c'est encore autre chose On et je parle de mission de vie, c'est un peu ça. ouais, vraiment. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que chaque matin quand je me réveille et les entrepreneurs de maintenant, savent qu'il faut, se lever avec vraiment cette passion de: «Je vais rencontrer des clients, je vais faire des projets, je vais voir des partenaires» et surtout je m'incarne dans ma réalisation puisque ton parcours n'a jamais de hasard. C'est pour ça que je commence toujours mes entretiens sur d'où vous venez et c'est quoi votre histoire. On peut, le mettre en parallèle sur le marketing puisque on va raconter notre histoire Ouais. sur le web aussi. Donc c'est la même chose. Comment ça se crée? Parce que tu dis il y a t ça fait 3 ans. Comment elle se construit? Comment vous associez? Donc quand on décide de se lancer dans le Yacon, en fait, il n'existe pas de filière de Yacon.
Donc on se rend compte qu'il y a un peu des acteurs à droite à gauche qui produisent du sirop Diacon avec des qualités qui sont plus ou moins bonnes. Donc on achète des batchs de sirop Diacon des 2 tonnes par-ci, des 2 tonnes par-là. On fait des tests dans des labos. On se rend compte qu'il y a du sirop Diacon avec jusqu'à 70 de sucre simple dedans, donc comme le sirop d'agave. Il y a des sirops Diacon qui sont aussi mauvais pour la santé que le sirop d'agave et on se dit: «Mais pourquoi? C'est tellement malheureux, cette plante, elle a la capacité d'en fait de faire un sucre sain». Alors qu'est-ce qu'ils font? Bah, c'est très simple. Certains producteurs de sirop Diacon rajoutent dedans de la mélasse de sucre ou alors, dans leur processus de production, ils le font, vraiment sans faire attention, à la plante. Donc, ils chauffent à très haute température. Enfin, il y a plein de dysfonctionnements et là, on se dit: «OK, donc le sirop Diacon, c'est un produit extraordinaire, mais personne ne le connaît et en plus, il y a des qualités vraiment, variables sur le marché». Il y a aussi des sirops Diacon, qui sont pas bons. Donc on a déjà reçu des sirops Diacon, c'est censé être un sucre quand même et on a reçu des sirops Diacon qui sont amers. Donc c'est quand même dommage, de sucrer ces gâteaux avec un truc amer, quoi. Donc là, on s'est dit: «Bon, bah, je pense qu'on a vraiment une pierre à l'édifice, à mettre là». C'est une plante qu'on adore. Thierry elle a une histoire de ouf avec cette plante. Moi, j'ai une histoire avec le sucre. Clem, parce que j'ai pas beaucoup parlé de Clément, mais Clément, c'est un sportif, c'est un gros sportif. Il a fait, un lycée, où il avait, la moitié de son temps, c'était du sport et la deuxième moitié, c'était les cours. Sport-études, ouais. Sport-études, voilà, exactement. Enfin, voilà, donc il avait une conscience aussi de son corps, donc on s'est dit: «Mais il y a une alchimie qui se fait entre nous, allons-y». Comment ça se construit? Dans la grange de Thierry. Donc on était J'adore les histoires comme ça. mais le pire, c'est que les gens, ils me regardent et ils me disent: «Raph, c'est du bullshit, tu nous fais un storytelling C'est à 2 ça. balles de Steve Jobs qui nous raconte qu'il a monté sa boîte dans un garage». Mais c'est vraiment vrai et j'ai des preuves, j'ai des photos. Donc littéralement, donc Thierry habite dans la campagne, en Auvergne, à côté de Vichy. Ça s'appelle la montagne bourbonnaise pour les connaisseurs. Hem Et en fait, il a une partie de sa maison qui est une grange inutilisée depuis des années. Avant, c'était un peu, un terrain de jeu pour son enfant, qui a mon âge, maintenant. Mais quand il était gamin, il jouait, dans cette espèce de grange, voilà, c'était un peu une zone enfant, quoi. Et il me dit: «Bah, j'ai cet espace, ça fait une bonne enfin, la taille est plutôt adaptée à un petit lab artisanal, regardons si on peut en faire quelque chose». Donc on fait venir des ouvriers, des artisans. Ils nous disent: «Bah, effectivement, il faudrait faire les plafonds un peu moins hauts, faut mettre tel carrelage pour que ce soit aux normes pour pouvoir nettoyer avec un Karcher, faut qu'on mette telle peinture sur les murs pour que ce soit, la peinture adaptée à l'alimentaire». Parce qu'il faut savoir que quand on fait de l'agroalimentaire, ça pète dans tous les sens parfois, donc faut nettoyer les murs à la Karcher parfois. Il faut que ce soit une peinture adaptée. Bref, donc on transforme cette petite grange, cette morceau de grange de 40 carrés en petit laboratoire. On s'achète des petites machines qui nous coûtent maximum 10 000 € toutes, grâce à, un petit emprunt bancaire et on se lance. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le sirop Diacon. Et à l'époque, vous aviez quoi comme vision? Vous disiez: «Bon, bah, on va essayer de mettre ce produit, de commercialiser sur internet», vous aviez quoi comme vision? On a tout de suite eu une vision immense pour le sirop Diacon. Parce qu'on a regardé le marché des sucres, Mmh. des alternatives au sucre, c'est 80 milliards dans le monde. Donc c'est les gens qui me disent que c'est une niche, je leur dis: «Bon, je veux bien être une niche de 80 milliards. Finalement, oui. C'est plutôt pas mal comme type de niche. Parce qu'en fait, en réalité, bien sûr, le marché est plus petit que le sucre blanc, parce que le sucre blanc, ça ne coûte rien. Donc pour, Mmh. les industriels et cetera, le sucre blanc restera toujours la number one solution, surtout quand ils ont pas pris la conscience, de la santé pour le consommateur. Mais, ça concerne tout le monde en fait, améliorer sa santé et switcher d'un sucre mauvais pour la santé à un sucre sain, on voit bien que tout le monde essaye de trouver des alternatives. Il en existe plein des alternatives, mais chacune a un petit défaut et c'est vrai que le sirop Diacon combine un peu toutes ces qualités, à la fois bon, parce qu'il y a des alternatives pas bonnes au goût, donc il est bon, il est facile à utiliser en cuisine. Il y a pas vraiment besoin de savoir les équivalences parce qu'on a souvent ces questions: «Ouais, mais si je mets du sucre blanc, et si je mets du sirop Diacon à la place du sucre blanc, je dois en mettre quelle Ouais, quantité?» c'est ça. Bah, c'est pareil, en fait. 100 grammes de sucre blanc, c'est 100 grammes de sirop Diacon. Tu pas besoin d'être un alchimiste, tu fais tout pareil. Bref, le sirop Diacon combinait tout ça et on s'est tout de suite dit: «Ce marché peut être international tout de suite».
Bien sûr, on est aussi des gens, plutôt humbles, on ne venait pas de l'agroalimentaire avant, donc on s'est dit: «On va se roder déjà sur la France, c'est très bien». On a 60 millions de Français à sauver, donc c'est déjà très bien. Donc on s'est dit: «On démarre comme ça, on teste le marché, on voit, on dépense pas trop d'argent et après on verra». Et on est déjà dans la phase d'après. Depuis, on a fait des levées de fonds qui nous ont aidés à accélérer et à acheter des plus grosses machines et à déménager. Cette grange, on est quand même resté 1 an et demi dedans et là, ça fait, 1 an qu'on est dans le nouveau laboratoire. On est passé de 40 m² à 400 m². On a une grande ligne de production, qui marche encore un petit peu à la mano, mais il y a quand même des convoyeurs automatiques, c'est les petits tapis, tout ça et tout. On est hyper fiers quand on montre ça parce qu'on est parti vraiment de zéro. Donc maintenant, Et on vous retrouve où? Sur internet? Dans voilà. des commerces? Raconte-nous. On fait nos ventes, majoritairement sur, notre site internet, mais Mmh. aussi dans les magasins bio. On est dans plus de 600 magasins bio en France. On est chez Naturalia, on est chez Biocoop, chez Bio c'est bon, Sobio, dans dans certaines épiceries aussi à Paris. Voilà, donc on est vraiment en magasin bio uniquement, pas dans les grandes surfaces pour le moment. C'est un choix stratégique aussi et sur notre site internet, on tous nos produits peuvent être trouvés sur yacon.co. Comment on fait le switch? On décide d'acheter. Par exemple, là, nos internautes disent: «Bon allez, je vais aller prendre un pot, on va» le prix, c'est pas le but aujourd'hui de faire de la promotion, mais, on va prendre un pot, on achète et qu'est-ce qui se passe? Et je reçois le produit chez moi et je suis face, justement à une recette de cuisine à faire, un dessert ou du salé peut-être, salé sucré, sucré salé. Donne-nous un peu des bons conseils en cuisine ou comment on peut l'utiliser? Parce que souvent quand on change d'alimentation, de toute façon le changement est toujours compliqué chez les personnes, moi aussi, compris. Et du coup, on est toujours bloqué. En fait, on essaie de le faire et au bout de 2-3 fois, on perd, l'envie de le faire parce que c'est trop compliqué. Tout à l'heure, tu nous as dit que c'était simple, mais je voudrais des conseils un peu concrets. On a fait passer un petit questionnaire à nos clients pour savoir, comment ils l'utilisaient et majoritairement, il y en a 50 d'entre eux quand même qui l'utilisent surtout pour sucrer leur yaourt. Parce que ça il faut savoir qu'aujourd'hui, les yaourts aux fruits, c'est bourré de sucre Ouais, et d'additifs. ouais. Donc le mieux, c'est s'acheter un fromage blanc tout simple, vegan ou pas. Moi, mon préféré, c'est le yaourt de brebis parce qu'en plus, J'allais dire pas de lactose comme ça. c'est ça, c'est digeste, c'est vraiment extraordinaire. Donc moi, j'utilise ça et je mets, par exemple, dans une portion de yaourt normale, je sais pas exactement, ça doit faire 120 grammes, un gros pot de yaourt, je crois. Pour 120 grammes, tu mets, 3, cuillères, petites cuillères dedans. Tu mélanges bien et tu as ton yaourt sucré. Ça, c'est vraiment l'usage le plus simple et puis pour le coup, il y a pas grand chose à faire. Oui. Juste à sortir son yaourt, de 100-120 grammes et hop, tac, on se met les cuillères dedans et c'est hyper pratique. Thé, café aussi? Thé, café. Mon petit préféré, c'est plutôt dans le thé parce que, en fait, le sirop Diacon et le Earl Grey, par exemple, je sais pas, il y a une alchimie parfaite, il y a un espèce d'exhausteur de goût, et on sent vraiment bien le goût du café et puis le goût un peu fruité du sirop Diacon dedans. Mais on a beaucoup de clients qui le mettent dans leur espresso aussi à la place du carré de sucre. Bon, moi, je consomme mon espresso sans sucre, Mmh. pour être Donc honnête, donc il y a pas de question là-dessus. Après, tu as aussi, l'usage, dans les gâteaux. gâteau? Ouais. Donc par exemple, mes grands préférés, c'est, la mousse au chocolat au sirop Diacon. Donc là, j'achète, du chocolat qui est le moins possible, riche en sucre. Donc par exemple, un 80-70 Mmh. de cacao. Je mets du sirop Diacon, dedans comme si je mettais, mon sucre blanc dans ma mousse au chocolat d'habitude. Je mélange tout ça, je laisse au frigo pendant minimum 1 heure et la mousse au chocolat prend et c'est un délice. Il y a le gâteau au chocolat aussi, le fondant au chocolat, donc là, c'est vraiment le truc, minute. Vraiment, on le laisse, 6 minutes au four, et c'est délicieux avec le cœur coulant et cetera. Le sirop Diacon apporte aussi, un côté caramel, en fait, dans le goût de la recette parce que le sirop Diacon peut se caraméliser. Ça, c'est pour des recettes plus sucrées, pour les gens qui sont fans de sucre, mais on peut faire des recettes sucrées-salées aussi. Donc ceux qui disent: «Ah bah, moi, de toute façon, je m'en fous du sirop Diacon parce que je consomme pas de sucre au quotidien», Mmh. peut-être que vous consommez des wok, ou du vinaigre balsamique Oui. qui est bourré de sucre. Donc
Pour donner l'exemple du vinaigre balsamique, moi, à la place de prendre du vinaigre balsamique, normal, je prends un vinaigre de vin, très simple et je mets une cuillère, de sirop Diacone dedans avec de l'huile d'olive et ça me donne une vinaigrette qui a un goût de vinaigre balsamique, mais sans les méfaits du sucre, vu que c'est du sirop Diacone dedans. Dans le wok, bah, en fait, toutes les recettes, qui sont, un peu asiatiques, on peut remplacer avec le sirop Diacone plutôt que Ouais. mettre la sauce sucrée, qu'ils mettent souvent dans leurs recettes et qui est vraiment bourrée de sucre et en plus d'additifs et et même de glutamate. Mmh. Le glutamate, c'est quelque chose, c'est un ingrédient qui est très addictif. C'est-à-dire, par exemple, dans les Pringles, il y a du glutamate. Tu comprends mieux pourquoi tu as envie de te taper toute la boîte de Ouais. Pringles quand tu En commences. plus du gluten, en plus qui rend addict Oui, forcément et qui exact. colle l'intestin. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a Donc des contre-indications, à l'usage, du Yacon ou, est-ce que on peut le retrouver sous des formes différentes, liquides, solides, 2 questions du coup, hein. ouais. Alors le sirop Diacone est très riche en fibres, hein, plus de 50. Donc un petit peu comme le brocoli ou la salade, on va éviter, d'en manger, toute la journée, et à des Mmh. quantités astronomiques. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est maximum 40 grammes, par jour, mais 40 grammes, c'est déjà énorme. Donc Alors c'est j'ai vu des personnes mettre 4 à 5 carrés de sucre dans un thé. Donc tu sais, au fin de la journée, finalement, on y est 8 ou 40. c'est vrai. Mmh. Ouais. Donc prise de conscience aussi, c'est encore une fois, rien n'est miraculeux. Là, ça permet d'atténuer, mais faites attention à votre alimentation, encore une fois, rien n'est dans l'excès, rien n'est bon, en fait, hein. Exactement, c'est ça. Bah, Mmh. là, en fait, avec le sirop Diacone, ce sera pas les problèmes de sucre, ça sera des problèmes, de flatulence ou autre, Mmh. quoi. Donc c'est quand même pas très agréable, Ouais. mais encore une fois, il faut vraiment consommer une grosse dose pour avoir ce type de problème. Donc du coup, pas de contre-indication, donc Au contraire même, pour, par exemple, les femmes, enceintes, on a beaucoup de personnes qui sont atteintes de diabète gestationnel. mmh, Elles consomment du sirop Diacone à la place du sucre, donc pour éviter les pics de glycémie. Donc c'est non seulement il y a pas de contre-indication, mais en plus ça peut même être un remède, pour certaines personnes qui ont pas le droit du tout de consommer du sucre, quoi. comment tu manges dans ton quotidien? Tu as un parcours de santé qui est un peu, perturbé depuis ton Ouais. adolescence. Si tu avais des conseils, d'hygiène de vie, de diététique à donner, à des internautes, à des femmes, à des hommes, à des jeunes femmes et jeunes hommes, tu leur conseillerais quoi aujourd'hui? Je pense que je conseillerais d'éviter, de se faire avoir par le marketing qui dit, «Ça c'est une potion magique qui va vous faire perdre 10 kilogrammes, 15 kilogrammes». Parce que peut-être que ça va fonctionner, mais tout ça c'est temporaire et en vrai, le but et je pense que c'est le vrai souhait de tous, c'est de maintenir toujours un poids stable. Donc de préférence pas en prendre de trop, pas en perdre de trop, rester stable à un poids où on se sent bien. Donc c'est important de ne pas, succomber au régime yo-yo et de plutôt se dire: «Bah, voilà ce que j des petites mesures que je peux prendre dans mon quotidien». Par exemple, c'est vraiment des mini trucs. Donc comme je disais, à la place d'avoir, déjà retirer le sucre blanc de son placard et remplacer avec du sirop Diacone, par exemple, ça permet, d'éviter d'avoir des espèces de pulsions. Enfin, en tout cas, si on a la pulsion, on tombe sur le bon élément. Mais aussi, dans l'alimentation du quotidien, par exemple, toujours prévoir un à côté de salade verte. En plus de ces pâtes, il y a pas de problème. Moi, je consomme des pâtes, je consomme de tout, hein. Moi, je mange vraiment de tout, mais je fais toujours attention à l'équilibre de mes plats en général. C'est-à-dire, je consomme toujours des plats de pâtes, mais je vais toujours prendre en entrée une salade verte. Tu as arrêté végétarisme? Oui, Oui. ouais, depuis, je suis plus végétarienne, pour pas mal de raisons et une des raisons que tu as mentionné tout à l'heure, tout naturellement, c'est qu'en fait, je pense qu'on peut pas dire à quelqu'un, de donner un type d'alimentation à une personne et lui dire: «C'est fait pour tout le monde». Mmh. En réalité, tous les corps sont différents et moi, typiquement, bah, j'ai un tout petit peu de problème, donc bien sûr avec le sucre, par rapport à ma digestion, mais aussi au gluten. Donc quand j'étais végétarienne, en fait, je consommais trop de riz, pardon, le riz n'a pas de gluten, mais des pâtes et du pain Mmh. pour, me caler quoi. J'avais l'impression d'être jamais calée et ça me cause aussi des soucis. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, je vais réintégrer un peu de viande, et du poisson». J'essaye de limiter la consommation, Ouais. surtout des viandes les plus
les viandes qui sont mauvaises pour la planète, comme Ouais. par exemple le bœuf. J'ai fait un exercice d'ailleurs, d'empreinte carbone. J'ai fait un atelier et où en fait, il faut mettre vraiment tout ce qu'on consomme au quotidien et après ils nous disent, bah, les axes d'amélioration et quand j'avais regardé que ce qui donnait le meilleur impact pour moi, c'était, donc d'éviter par exemple le bœuf. Ça faisait chuter et même le fait de prendre l'avion, parce que je dois admettre en toute honnêteté que j'ai des obligations de prendre des longs courriers assez souvent parce que, la plante de Yacon vient du Pérou. Donc on va, de temps en temps au Pérou, parce que justement, on n'a peut-être pas eu le temps d'en parler, mais on a notre propre usine de sirop Diacon maintenant au Pérou. Donc non seulement on a l'usine de 400 mètres carrés en France, mais on en a aussi une, au Pérou et et de ce fait, l'avion, ça, je peux pas le couper. En revanche, dans mon assiette, j'ai regardé ce qui avait une empreinte carbone assez développée et par exemple, le bœuf, en fait partie. Donc j'essaie d'en consommer maximum une fois par mois, par exemple. Oui, toujours on revient toujours au bon sens de, la qualité qu'on prend. Nos, grands-parents, arrière-grands-parents se posaient pas la question. Ils mangeaient déjà ce que le territoire, le terrain, le local proposait, et ils allaient manger, chez le boucher de la viande peut-être 1 à 2 fois par semaine, mais de la très bonne viande, C'est un ça, peu plus chère. Je trouve que la crise sanitaire est revenue aux sources à ça, c'est-à-dire faire fonctionner les petits commerces locaux ou les prises de conscience ou de produits comme le tien qui ont du sens dans ce qu'on intègre dans l'alimentation et tant mieux, d'une certaine manière. totalement. Ça va dans le bon sens. Donc ta diététique, j'allais aussi te parler justement des produits, comment ils viennent, quand j'ai parlé justement avec, le produit Archie, il discutait justement de mettre en avant des produits locaux avec une histoire, avec des vrais agriculteurs et cetera, donc en France et là-bas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Comment ça s'est construit? Vous êtes allés là-bas en cherchant des partenariats? Ça s'est fait comment? Le sirop Diacon à 99 est une exportation du Pérou. Mmh. Donc quoi qu'il arrive, aujourd'hui, ça pousse, ailleurs, oui, mais n'est pas transformé en sirop Diacon pour le moment parce qu'il faut des variétés vraiment spécifiques et il faut avoir vraiment une vraie expertise et les Péruviens sont excellents à ça, hein. C'est toujours, en Amérique du Sud que viennent tous les meilleurs, supers aliments de la planète, hein. Donc je pense aux graines de chia, au matcha, et cetera, à l'açaï, et au sirop Diacon aussi. Donc donc nous, on est allé sourcer tout de suite, au Pérou. On a d'abord eu des partenariats évidemment avec des producteurs locaux parce que, bah, c'est eux qui ont l'expertise et c'est eux qui avaient le sirop Diacon et acheter des machines pour créer du sirop Diacon, il faut avoir Mmh. déjà une success story pour pouvoir se les payer, ce qui est notre cas maintenant, mais ce qui était pas notre cas il y a 2 ans. Il fallait encore tout construire. Donc obligation d'aller s'installer au Pérou et puis en même temps, heu, Thierry, et dans l'équipe en général, on a une attache forte à, des pays qui sont en développement, où, nous on considère que là-bas, ils ont peut-être, plus besoin que, leur économie explose que chez nous. Nous, on est plutôt, dans notre confort en France et en Europe. Donc on s'est dit: «Bah, si on peut faire exploser Sirodiacon et que ça fait exploser de leur côté, leur économie et que tout le monde s'y retrouve» Ouais. et avec beaucoup d'éthique évidemment, on s'est dit: «Bah, restons là-bas en fait». Restons là-bas au lieu de se dire, que, il faut toujours faire, tout ultra local, même si on sait que comme le marché du sirop Diacon va devenir très rapidement international, le Pérou servira toujours pour, plutôt de l'exportation vers les États-Unis, le Canada et peut-être l'Asie et en France, on est en train de construire, en phase expérimentale, la filière française de sirop Diacon pour nourrir, la France et l'Europe. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle va voir le jour parce que ça prend énormément de Ouais. temps de convaincre les agriculteurs et de trouver la bonne variété de Yacon pour faire le bon sirop Diacon avec les bonnes valeurs nutritionnelles et le bon goût. Donc ça se trouve, ça verra le jour que dans 3 4 ans, on ne sait pas trop pour le moment. Mais en tout cas, c'est vraiment notre objectif de, un jour réduire notre empreinte carbone en Europe, avoir un sirop Diacon local tout en restant, bien, au Pérou puisque, le monde a besoin du sirop Diacon et donc ça nous permettrait de nourrir, tout le monde et c'est toujours bien d'avoir 2 endroits de toute façon pour produire parce que les aléas climatiques ne vont pas s'améliorer. Oui. En France, par exemple, cet été, il y a eu, une phase de sécheresse. Ça aurait pu être, très dangereux, si on avait eu juste du sirop Diacon français. On n'aurait peut-être pas pu, produire du sirop Diacon et c'est quand même, très dangereux pour une entreprise en développement comme nous, en démarrage. Donc avoir 2 localisations, où il y a, des champs Diacon, c'est plus safe.
la vision justement de votre structure, je dis «votre» parce que tu es pas toute seule et on pense, aux 2 amis derrière. C'est quoi votre vision à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Vous vous voyez où? Tu te vois où toi? Alors déjà, de nature, hein, de par mon parcours, je suis très attirée vers l'étranger moi. J'adore être dans un choc culturel et vivre, ailleurs dans un pays, qui, partage pas exactement la même culture que moi. J'aime bien me mettre un peu dans l'inconfort de ce côté-là. Donc je pense que, dans 5 ou 10 ans, je serai pas en France, je serai potentiellement dans un autre pays en train de lancer le sirop diacone dans cet autre pays. Est-ce que c'est l'Asie? Est-ce que c'est quelque part aux États-Unis? Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est le but. En tout cas, j'ai une forte ambition pour le sirop diacone et Clem et Thierry partagent cette ambition avec moi. On a vraiment envie de rapidement se développer à l'international. On a prévu d'ici, 1 an de lancer justement les États-Unis. On veut pas y aller non plus, n'importe comment parce que c'est un marché qui est vraiment différent. Les Américains consomment différemment, ils ont besoin de claims marketing, beaucoup plus forts, Mmh, alors qu'en France, on est plus sur la proximité, sur, l'attachement, à une personne, en fait, plus qu'à un produit. c'est ça. Donc on va y aller, tranquillement et étape par étape, mais le but, ouais, c'est de pouvoir, nourrir le monde entier avec du sirop diacone. Ça, c'est vraiment notre, vraie ambition et puis, bien sûr, le but ultime, c'est que, d'ici 10-15 ans, on dise: «Bah, grâce au sirop diacone, les cas d'obésité et les cas de diabète ont diminué de tant de pourcents» et là, ça serait le graal. Et si Yacon n'existait pas, tu penses que tu serais où? Toujours, en banque? Si Yacon n'existait pas, je mangerais plus de sucre. Non, Tu serais frustrée donc? je serais très frustrée, je serais quelqu'un de un peu, reclus chez moi, dans un coin comme ça, dans le noir toute la journée, ouais, je serais pas bien, ça c'est certain, mais si le sirop Diacone ou si Diacone & Co n'existait pas? Bah, si le sirop n'existait pas, Ouais, bon après on va pas refaire la vie, mais surtout votre, structure, votre start-up. ouais. Si vous aviez pas fait ce magnifique bébé, heu, tu penses que tu aurais fait quoi? Je pense que tu aurais changé quand même de direction de ta vie traditionnelle, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même une prise de conscience de dire: «Je veux réaliser, ma mission de vie», c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Totalement. En fait, quand je me suis lancée dans Yacon Co, c'était pile pendant la crise du covid en Mmh. 2020. Enfin, c'est en tout cas là où l'idée a commencé à émerger. On commercialisait pas encore nos produits, mais en tout cas, voilà, c'était à ce moment-là qu'on y réfléchissait et j'étais dans une phase de ma vie où j'avais tellement, charbonné avant, que je me suis dit: «Soit, je charbonne, mais pour moi, en fait, pour ma propre boîte et qui a un impact social, donc finalement, c'est pour moi, à mon compte, je veux dire, mais en tout cas, c'est pour le bien de tous. Soit je me barre dans un endroit, où il fait beau toute l'année, chaud, avec la mer et je fais du surf et je vis avec, en symbiose avec la nature et au moins pendant un moment. De toute manière, j'avais besoin de changement radical, ouais. Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui veut se lancer, sur un produit de santé, de bien-être ou simplement créer une start-up, je sais pas, sur un autre domaine, tu lui donnerais quoi comme conseil aujourd'hui? Fonce. Si tu as une idée qui t'anime, fonce et réfléchis pas trop et n'écoute pas ton entourage parce que ton entourage sera toujours là pour te protéger. Je veux dire, ma mère, me disait: «Tu es sûre? Tu es quand même bien rémunérée, tu es dans un appartement sympa à Paris, est-ce que tu es sûre de vouloir faire ça? Comment est-ce que tu vas payer, ton train-train de vie?» Parce qu'elle voulait me protéger, pas parce qu'elle voulait, pas parce qu'elle était malveillante, et aujourd'hui, elle en parle, c'est ma première ambassadrice. Elle est fanat du sirop Diacone, elle en met partout dans son alimentation au quotidien, donc il faut surtout pas écouter les gens qui ne croient pas à votre produit au début parce qu'il y aura surtout des personnes qui alors en fait, il y aura 2 types de personnes. Il y aura soit des gens qui n'y croient pas et qui sont très franco, qui diront: «Bah, je comprends pas ton truc, moi ça m'intéresserait pas». Soit, des personnes qui vont vous dire: «C'est extraordinaire», mais juste parce qu'ils veulent pas vexer. Il y a beaucoup de gens, parce que, on a très peu parlé, mais donc on fait du sirop Diacone, mais on confectionne aussi nous-mêmes nos pâtes à tartiner sans sucre, à base de sirop Diacone et nos premières pâtes à tartiner étaient dégueulasses et personne n'osait nous le dire.
heureusement, on s'est raisonné nous-mêmes et on Mmh. a interrogé nos clients qui nous ont dit: «Bah, il y a ce petit goût là Ouais, que je j'aime n'osais pas pas». vous le dire, mais oui. C'est ça. Bah, les clients, ils ont payé, donc eux, ils osent un peu plus dire si ça leur plaît ou pas. Donc le fait de questionner nos clients, ça nous a permis de nous améliorer très vite, mais c'est pas notre entourage qui allait nous le dire. Parce qu'il y a les personnes qui veulent pas te vexer et puis il y a les personnes qui, goûtent ton produit et qui disent juste: «En fait, je suis pas la cible». Ah oui, c'est horrible ça. Et là, tu dis: «Ouais, mais en vrai, le problème du sucre, c'est 60 millions de personnes en Non, France. tu forcément la C'est cible. forcément la cible, mon pote. Donc tu te dis: «Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon produit». Le sirop Diacone, il a emballé tout de suite pour le coup, ça on n'a pas eu trop de blocage, mais les pâtes à tartiner, les gens Mmh. avaient dans leur inconscient les pâtes à tartiner bourrées de sucre, donc Ouais, oui. forcément, le switch Ouais. était difficile et puis on s'est amélioré avec le temps et on a réussi à faire un truc excellent maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux te lancer, ne te laisse pas décourager par les autres. Vraiment, 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 c'est important. Moi, et plusieurs fois, j'ai cru que j'allais arrêter parce que mes potes, c'est difficile d'avoir son entourage et ses potes qui sont pas dedans, quoi, au début. Nous, on a envie que tout de suite tout le monde dise: «Ouais, c'est extraordinaire, ça va révolutionner la planète» et en fait, 2 ans plus tard, aujourd'hui, mes potes, ils me disent ça. Ils me disent: «Vous êtes en train de révolutionner le marché du sucre» et là, je fais: «OK». Ouais. Donc j'ai bien fait de pas les écouter au début. Oui, et dire que ça prend du temps. Oui. Que ce soit un produit, que ce soit un média, que ce soit une entreprise, tous j'ai fait plus de 500 rencontres d'interviews, c'est ça en fait. Il y a encore des gens maintenant qui me disent: «Ah mais je découvre, ta chaîne YouTube, c'est bien, mais tu t'es lancé il y a 2 ans». Bah, je dis: «Non, il y a 15 ans en fait». Ouais. Et en fait, les gens se rendent pas compte que tout doit prendre du temps, comme la santé, comme la nature, comme les choses, et heureusement qu'on a des acteurs qui viennent dans notre chemin entrepreneurial, dire: «Eh oh, je suis là, je vais t'aider». Levée de fonds, partenaire, mécène, peu importe, et c'est ça qui est chouette. Si tu avais un mentor, une personne qui t'a inspiré dans ton parcours ou qui t'inspire maintenant, ce serait qui? Ce qui m'a beaucoup aidé dans l'entrepreneuriat, c'est de rencontrer, des mentors qui n'étaient pas, français. Même si les Français ont cette même capacité à entreprendre, ils ont une autre manière de le faire et on est très, nous les Français, on est assez pudiques. On parle pas d'argent, on n'aime pas trop se mettre en Mmh. avant et c'est important de s'inspirer de personnes qui sont, à l'étranger, comme par exemple des Américains qui, eux, sont les kings du Mmh. marketing et en Mmh. fait, il y a pas de gêne, quoi. On y va, on vend sa choucroute à tous les Mmh. à vraiment à toutes les sauces, dès l'école, on apprend à se vendre, hein, à l'école aux États-Unis. Donc, je pense que je donnerais comme exemple, une mentor et manager que j'ai eue quand j'habitais à Montréal et qui est donc une femme qui était manager dans un milieu d'hommes parce que c'était dans un milieu d'hommes que aussi, j'opérais avant. Donc j'étais consultante dans le milieu des banques, donc 90 des personnes qu'on côtoie au quotidien sont des hommes et en plus pas les plus faciles, Mmh. c'était un peu des bourrins. Et elle, se laissait pas marcher sur les pieds. Elle y allait et puis elle s'en foutait de se foutre la honte ou quoi que ce soit. Elle disait les choses clairement, franchement. C'est des personnes qui t'aident aussi prendre un peu de recul parce que parfois, en fait, on n'ose pas, par exemple, se Mmh. mettre en avant sur les réseaux sociaux parce qu'on se dit, Ça va pas j'ai une sale intéresser, gueule, ouais. je sais pas parler, en fait, finalement, c'est le fond du message et je crois que j'ai écouté un de tes podcasts juste avant d'arriver là et tu disais exactement la même chose et je pensais la même chose que toi. Donc c'est ça, c'est qu'il faut juste se détacher de son image et y aller et c'est pas grave, en fait. Il y a aussi une personne, Elsa Hermal, qui est une de mes mentors, actuelles, qui m'a dit un truc très juste. Elle m'a dit: «En fait, Raph, tout le monde s'en fout de toi». Mais pas méchamment. Mmh. Elle me l'a dit dans le sens: «Tu peux y aller. Tu peux faire des tests, te rater sur les réseaux sociaux, faire une gaffe, mal formuler le truc» parce qu'en fait, ça il y a les gens, ils sont pas dans leur chambre à, imprimer, chaque Mmh. quote que tu fais, à les mettre sur leur mur et à vérifier est-ce qu'elle l'avait bien fait la dernière fois ou pas. Ça me fait beaucoup Ça penser, à Nina Ramen, si elle nous écoute, on la salue, qui dit: «Mais de toute façon, dans une semaine, les gens auront oublié ta publication qui a fait du buzz». Parce que, bah, c'est comme ça, hein. Donc faut recycler des posts. Bah, c'est exactement la même chose, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut un petit peu faire du matraquage intellectuel d'informations, quand on veut proposer un produit ou qu'on veut, évangéliser une solution ou, voilà, une idée, parce qu'en fait, les gens oublient. oui. Donc il faut toujours le dire, et c'est vrai qu'on n'a pas cette culture de: «Je me mets en avant, je dis». Moi, j'ai
moi aussi, c'est à l'étranger, hein, la fameuse Oprah que très certainement beaucoup de femmes ont, qui disait: «Mais en fait, même si tu as des rides, même si tu es fatigué, même si tu as une histoire avec, 15 divorces et cetera, ce qu'on va se souvenir, c'est ton parcours, ce que tu as réalisé, en fait». Oui, Donc des fois, on déculpabilise et je trouve que l'entrepreneuriat féminin est en train de changer en se disant: «Bon, on n'est plus avec des talons aiguilles, on n'est plus comme ci, on n'est pas obligé d'être maquillé comme ci et en fait, on est naturel» et c'est ça qui est chouette aussi. Donc tu vas incarner aussi ton produit sur la santé, mais aussi: «Oui, je suis une femme, j'ai des problématiques et je veux en parler et c'est bon pour la santé, quoi». c'est ça, exactement et en plus, ça te permet de créer du lien avec les gens parce que finalement, si tu es toujours, pomponné à bloc avec des talons aiguilles et cetera, bah, c'est beau, à voir entre guillemets, mais quelque part, tu vas dire: «Oh mais c'est inatteignable» et moi aussi dans mon parcours entrepreneurial, je veux inspirer des personnes, enfin c'est en tout cas c'est un peu mon leitmotiv aussi dans l'entrepreneuriat parce que je suis très, féministe et j'aime bien inspirer les gens. Moi, je sais que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat grâce à des femmes, pas grâce à des hommes. Les hommes m'ont aidée pour d'autres choses par contre. Mmh. Pour plus, des sujets, de, pas se laisser marcher sur les pieds, ce genre de trucs, leur côté un peu bourrin. Oui. Ça m'a beaucoup aidée. Mais par contre, celles qui m'ont inspirée, c'est des femmes. Parce que je me suis dit: «Waouh, elle a du culot, elle est super forte, elle s'en fout de l'image qu'elle renvoie» et en fait, le fait qu'elle s'en fout, elle renvoie une super image, Mmh. en fait, sans le vouloir. Voilà, donc il faut vraiment, s'entourer de femmes, inspirantes pour foncer, quoi. Oui et puis croire en son idée, en tout Ouais, cas, même si on est un homme, parce que le bien sûr. podcast est ouvert à tout le monde, on n'est pas exclus. J'ai toujours une dernière question, alors si tu écoutes un peu mes podcasts, tu dois peut-être la savoir, mais vu qu'on parle de l'histoire, de ton histoire, comment tu arrives à ton objectif professionnel, si aujourd'hui en face de moi enfin en face de toi, à ma place, hein, tu as Raphaëla de 10 ans, qu'est-ce que tu lui dis aujourd'hui? Bah, à 10 ans, je commençais à être anorexique en plus, donc C'est pas pour rien que j'ai dit 10 ans. ouais, c'est un timing, parfait. Je pense que si j'étais devant moi à l'âge de 10 ans, je dirais, «Tu as un caractère de chiotte, tu vas pas plaire à tout le monde, mais en réalité, tu vas voir plus tard, c'est une force. De pas toujours être trop facile et trop gentil, parce que du coup, tu vas pas te faire marcher sur les pieds. Tu vas, oser te mettre en avant, quand d'autres seront peut-être un peu plus timides et bien sûr, ça peut s'apprendre, hein, même les timides peuvent réussir à être des super orateurs, j'ai plein d'exemples, mais néanmoins, c'est un facilitateur et quelque part, le caractère de chiotte, par exemple, chez les hommes que j'adore, hein, ne vous en faites pas, c'est plutôt vu comme du leadership et chez une femme, un caractère de chiotte, c'est une chieuse. Donc en réalité, c'est pas grave si tu as un caractère fort. En fait, ça va t'aider. Ça va t'aider plus tard dans ta carrière donc crois en toi, vas-y et c'est pas très, très grave de pas être aimé par tout le monde aussi. Parce que je pense qu'une des raisons et de toute façon, il y a multiples raisons pour lesquelles je suis tombée dans l'anorexie, bien sûr, très profondes, mais notamment, j'étais toujours quelqu'un qui avait une grande gueule à l'école et qui aimait, heu faire des choses que des Français étaient un peu avaient moins d'appétence, tu vois? Par exemple, quand il y avait des poésies, moi j'apprenais pas juste une poésie, je faisais une pièce de théâtre quand je récitais ma poésie. Donc je pouvais, recevoir des moqueries. Alors j'avais la meilleure note, en poésie par la prof, parce que la prof elle trouvait ça génial, mais dans la classe, les gens se disaient: «C'est qui cette nana qui est on lui a pas demandé ça quoi, elle part beaucoup trop loin». Voilà, moi j'aime bien la mise en scène, j'aime bien toutes ces choses et c'est pas toujours accepté, Mmh. et quand on a 10 ans, on rentre dans l'adolescence, on a plutôt envie de ressembler à tout le monde et puis vraiment se fondre dans la masse histoire d'être sûr d'avoir un tissu social, quoi. On veut surtout pas trop se différencier. Donc si, je me voyais à l'âge de 10 ans, je dirais: «Bah, c'est pas très, très grave, en vrai». Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore des amis de quand j'avais 10 ans. Juliette, qui est ma meilleure amie d'enfance et qui, m'a acceptée entièrement comme j'étais, avec mes bons et mes mauvais côtés et résultat, bah, c'est toujours une copine aujourd'hui. Et tous ceux qui m'acceptaient pas à l'époque et ben, ils ont fait leur vie après et puis c'est pas un drame, en fait. Dans la vie, on rencontre toujours des personnes, avec qui s'entendre à un moment ou à un autre dans sa vie et c'est OK d'être un peu clivant. Voilà, c'est ce que je dirais. Donc c'est ce qu'on pourrait transmettre aux internautes aujourd'hui, qui te voient. Mais merci en tout cas pour, tout ce parcours, toutes ces informations un peu intimes de ton parcours, c'est toujours intéressant et puis je vais te laisser la mot de la fin parce que, du coup, c'est quand même toi qui es en guest aujourd'hui.
Bah, merci à tous pour votre écoute. Si vous êtes jusque-là, venus jusque-là, c'est que ce que j'ai dit est à peu près intéressant. Bien sûr, si vous êtes intéressés par nos produits, n'hésitez pas à aller sur notre site internet yacon.co ou à vous rendre en Naturalia. Et puis moi, j'ai un compte Instagram perso aussi, si jamais ça vous intéresse. C'est Rafaela_Yacon. Je pense qu'il y en a qu'une seule sur Instagram qui s'appelle comme ça. Donc n'hésitez pas à me suivre. J'ai plein d'actu à vous transmettre au quotidien sur l'entrepreneuriat et sur l'alimentation sans sucre.